Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration, cette plongée dans les sources qu'on a reçues sur la robotique. C'est vrai que c'est un sujet, bon, qui fascine autant qu'il inquiète, hein. On entend souvent parler de robots qui vont piquer tous les boulots ou alors que, ça coûte une fortune, que c'est réservé, aux très grandes entreprises. Alors notre mission aujourd'hui, c'est un peu de démêler le vrai du faux. On va se baser sur les documents qu'on a là pour voir ce que les robots peuvent réellement faire aujourd'hui et demain, quoi. Et puis surtout, quels sont les vrais blocages, les obstacles concrets et comment on peut les surmonter. Le but, c'est d'avoir une vision claire et pragmatique, ancrée dans les faits. Ok, alors allons-y. On va commencer par décortiquer quelques idées reçues, quelques mythes assez tenaces. Et ensuite, on parlera des obstacles, des vrais défis et des stratégies pour y faire face, toujours à partir des éléments fournis. Le premier mythe, le plus classique, je crois, c'est mythe numéro un. Les robots vont remplacer tous les emplois. On l'entend partout, dans les médias, la science-fiction. Ça crée une vraie angoisse. Oui, c'est une crainte bien compréhensible. Mais ce que les sources nous disent, c'est que la réalité est quand même plus nuancée. En fait, les robots, ils remplacent surtout des tâches bien spécifiques, répétitives, dangereuses ou vraiment pénibles. Ils ne remplacent pas forcément des emplois entiers. Il reste énormément de choses que seul un humain peut faire. Poser un diagnostic quand c'est compliqué, superviser tout un système, s'adapter à une situation complètement nouvelle, faire une maintenance fine, ou juste interagir avec d'autres humains avec du jugement, de l'empathie. Donc c'est plus une redistribution des tâches au sein d'un même emploi, finalement. C'est souvent ça, oui. Et d'ailleurs, l'automatisation, ça peut même être bon pour l'emploi, paradoxalement. Si une entreprise devient plus productive, plus compétitive grâce aux robots, elle peut gagner des marchés, produire plus et au final, avoir besoin de plus de monde. Pas forcément pour les mêmes tâches, bien sûr. Plutôt pour superviser les robots, pour la maintenance pointue, pour développer de nouvelles façons de les utiliser. Les documents citent des exemples de PME qui ont installé des cobots, ces robots collaboratifs. Ah oui, les cobots. Voilà. Eh bien, elles ont vu leur activité augmenter et elles ont dû embaucher pour suivre. On voit aussi que les gens sont réaffectés à des missions plus valorisantes, faire du contrôle qualité plus poussé, analyser les données de production pour améliorer les choses, innover. L'exemple d'Universal Robots, c'est cité. Ils ont plus de 100 000 robots installés. Ça montre bien comment ça aide des PME à tenir tête à la concurrence, souvent à bas coût, et du coup à garder des emplois chez nous. Mais cette transition vers des rôles, comme vous dites, à plus forte valeur ajoutée, est-ce que les sources suggèrent que c'est facile pour tout le monde ou est-ce qu'il y a un risque quand même de laisser des gens sur le carreau? C'est le point sensible, oui. Et les sources sont claires là-dessus. Certains secteurs ou certains postes très, très standardisés, on pense à des tâches très précises sur une chaîne d'assemblage ou de la préparation de commandes hyper simples, oui, ceux-là sont plus vulnérables, objectivement. L'impact n'est pas le même partout, ça dépend des régions, du niveau de qualification des gens au départ, mais, et c'est ça qui est important, la façon dont on gère cette transition est décisive. Si on n'anticipe pas, si on ne forme pas, si on n'accompagne pas les gens, alors oui, ça peut créer des tensions, une fracture sociale. La clé, c'est vraiment l'anticipation, le pilotage humain de ce changement. Donc si je comprends bien, le vrai défi, ce n'est pas tant la fin du travail annoncé, mais plutôt une course à la compétence. Il faut aider les équipes à devenir les pilotes de ces nouveaux outils, pas juste subir le truc. Exactement. Voir la robotique comme un levier pour faire évoluer les métiers, pas juste remplacer des bras. Intéressant. Allez, passons au mythe numéro 2. La robotique, c'est beaucoup trop cher pour les PME. On a tous cette image de l'usine géante, hyper futuriste, et on se dit jamais une petite boîte ne peut se payer ça. Ah oui, cette image d'Épinal. Elle est de plus en plus décalée par rapport à ce que décrivent les sources. D'abord, il y a un truc simple, le coût des composants, les capteurs, les moteurs, les puces, tout ça a beaucoup baissé. Donc le prix d'entrée du robot lui-même diminue. Et deuxièmement, il y a une vraie révolution dans le modèle économique, c'est le RAS, Robotics as a Service. Le RAS, oui, c'est comme un abonnement en gros. C'est ça. Au lieu d'acheter le robot d'un coup, ce qui peut aller, oui, de 50 000 à 500 000 euros, voire plus, l'entreprise le loue. Elle paie un montant fixe par mois. Les chiffres cités dans les sources tournent souvent autour de 500 à 3 000 euros par mois. Et dans ce prix, en général, il y a le matériel, bien sûr, mais aussi la maintenance, les mises à jour du logiciel. Prenons l'exemple donné dans les sources, un cobot qui coûterait 40 000 euros à l'achat. En RAS, ça pourrait être autour de 1 200 euros par mois sur 3 ans. Bon, si on calcule, sur 3 ans, ça fait environ 43 200 euros. C'est un peu plus cher que l'achat direct, mais
Mais il y a les services inclus. Voilà, il y a les services, la flexibilité, et surtout, l'entreprise ne porte pas le risque si la technologie devient obsolète. C'est le fournisseur qui assume. Et pour une PME, passer d'un gros investissement, CAPEX, à une charge mensuelle, OPEX, ça change tout pour la trésorerie. C'est vrai que ça a l'air séduisant sur le papier, ce RAS. Mais est-ce que ça règle le problème de l'intégration? Il faut quand même savoir quoi faire du robot une fois qu'il est là, même s'il est loué, non? Et les compétences en interne? Excellente remarque. Le RAS, ce n'est pas magique. Les sources le soulignent bien. Si l'entreprise n'a vraiment personne en interne pour gérer un minimum l'intégration, ou même juste pour définir son besoin précisément, le RAS seul ne suffira pas. Il faut aussi que les marges de l'entreprise puissent absorber cette charge tous les mois. Et puis, le RAS n'existe pas encore pour tous les robots hyper spécifiques ou pour des applications très complexes. Par contre, ce que disent aussi les sources, c'est qu'on n'est pas obligé de tout robotiser d'un coup. On peut commencer petit. Un projet pilote, bien ciblé, pour voir ce que ça donne, pour apprendre. Et il ne faut pas oublier les aides publiques. Subventions, crédits d'impôt, ça peut vraiment alléger la note. D'accord. Donc pour une PME, la démarche, ce serait regarder ses offres RAS, oui, mais bien calculer le coût total sur la durée, le fameux TCO, ce n'est pas juste le loyer mensuel. Exactement. Il y a l'intégration, la formation, l'énergie. Voilà. Et puis, commencer petit, avec un projet où on voit vite le retour sur investissement. Et se renseigner sur les aides. C'est plus accessible qu'avant, mais ça demande quand même une analyse sérieuse. Un autre frein souvent mentionné, plus psychologique peut-être, mythe numéro 3. Programmer un robot, c'est hyper compliqué. L'idée qu'il faut une armée d'ingénieurs bac+15 et des mois de boulot juste pour lui faire ramasser une pièce. Alors ça, c'était peut-être vrai dans les années 2000. Les langages de programmation étaient souvent propriétaires, assez hermétiques. Mais là-dessus, les choses ont énormément changé, les documents le montrent bien. Dans les années 2010, on a vu arriver les interfaces graphiques, le glisser-déposer, la programmation par bloc. C'était déjà beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, avec ce que les sources appellent la génération 3, depuis 2020 environ, on va encore plus loin. On a la programmation par démonstration. On prend le bras du robot, on lui montre le mouvement à faire. Ah oui, on le guide physiquement. C'est ça, il y a aussi l'IA qui est embarquée dans le robot, pour qu'il puisse faire des petits ajustements tout seul. Il y a les jumeaux numériques. On simule tout sur ordinateur avant de mettre le robot en route. Ça évite les erreurs, ça fait gagner du temps et de l'argent. On parle aussi d'interface no-code ou low-code, où on n'écrit quasiment pas de lignes de code. Et les API ouvertes, qui permettent de connecter le robot facilement à d'autres systèmes. Résultat, pour des tâches simples, classiques, prendre un objet et le poser ailleurs, pick and place, faire un contrôle qualité visuelle de base, on peut programmer le robot en quelques heures, pas en des mois. Et les fabricants aident aussi. Ils fournissent des sortes de bibliothèques de fonctions toutes prêtes. Du coup, un bon technicien de maintenance ou un opérateur qui a envie d'apprendre, avec une petite formation, il peut devenir ce que les sources appellent un pilote de robot. Il peut faire des petits réglages, reconfigurer des choses simples. D'accord, donc pour le B.A.B.A., c'est devenu bien plus accessible, mais j'imagine que dès qu'on veut faire des choses plus complexes, on retombe sur le besoin d'experts pointus. Où est la limite d'après les documents? Quand est-ce que le no-code ne suffit plus? La frontière est assez nette en fait. Dès que la tâche devient vraiment complexe, un assemblage précis avec plein d'étapes, manipuler des objets très différents, travailler dans un environnement qui change tout le temps, ou quand il faut une synchronisation très fine avec plein d'autres machines, là, oui, il faut une vraie expertise. En robotique, en vision, en algorithmique, en intégration de systèmes, ça reste indispensable. Les interfaces faciles et le couvrent, disons les 80% des cas les plus courants, mais pour les 20% restants, on a toujours besoin de l'ingénieur. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas se laisser impressionner par la complexité pour des applications standards. Savoir repérer ces projets plus simples, ces quick wins. Et ça montre aussi l'importance de former des gens en interne à ce niveau intermédiaire, les fameux pilotes robotiques, tout en choisissant des fournisseurs qui proposent des outils ouverts, évolutifs. Oui, ça ouvre des perspectives intéressantes pour que ça se diffuse plus largement. On enchaîne avec un autre classique, le mythe numéro 4. Le ROI est incertain et prend des années. Le fameux argument financier pour ne pas bouger. On ne sait pas quand on va récupérer notre argent, c'est trop risqué, Tom Paris. Et là aussi, les sourds donnent une vision plus optimiste. Déjà, les coûts d'intégration, qui avant pouvaient parfois doubler le prix du robot, ont tendance à baisser, grâce aux plateformes plus modulaires, aux outils de simulation, comme les jumeaux numériques, à une certaine standardisation qui s'installe, et surtout pour des applications bien choisies, typiquement une tâche hyper répétitive qui crée des bouchons ou des problèmes de qualité, on peut avoir des retours sur investissement, des ROI, en moins de 12 mois. C'est non seulement possible, mais ça devient même un objectif.
Les documents citent des experts comme Annie Kelkar de McKinsey qui dit qu'un bon projet pilote doit se rembourser en moins d'1 an, sinon ça ne vaut pas le coup de passer à l'échelle. Il y a une autre citation attribuée à Étienne Lacroix de Vention qui est encore plus directe. Si le ROI est supérieur à 1 an, le risque est trop grand que les priorités de l'entreprise changent avant qu'on ait vu les bénéfices. C'est assez radical comme vision. 1 an, c'est très court. Oui, et il faut aussi penser aux gains qui ne sont pas directement financiers, les gains qualitatifs. La qualité est meilleure et plus constante. On jette moins de pièces, on est plus souple pour faire des petites séries, l'image de l'entreprise s'améliore et on dépend moins d'une main-d'œuvre qui peut être difficile à trouver ou à garder sur certains postes pénibles. Ce seuil de 12 mois, c'est quand même ambitieux. Est-ce que les sources donnent des exemples de types de projets où c'est réaliste? Et quels sont les pièges qui peuvent faire que le calcul soit faux au final? Les sources évoquent surtout les tâches très répétitives avec un cycle court. Là, le gain de productivité est énorme et immédiat. Ou alors, des tâches où la qualité est hyper critique et où le robot réduit énormément les erreurs qui coûtent cher. Par exemple, charger ou décharger une machine, faire de l'emballage simple, du contrôle dimensionnel répétitif. Le piège principal souligné dans les docs, c'est de mal calibrer le projet au départ. Choisir une tâche qui n'est pas si simple que ça ou oublier des coûts cachés dans le calcul du TCO. La maintenance qu'on n'avait pas prévue, les adaptations à faire autour du robot, la formation qui prend plus de temps. Un calcul de ROI trop optimiste, qui oublie une partie des coûts ou des difficultés, ça peut mener à de grosses déceptions. Et même avec un ROI potentiel de 12 mois, si on est dans un secteur où les marges sont faibles, il faut un dossier en béton pour convaincre. Vu comme ça, la bonne stratégie serait de commencer par des projets où le ROI est non seulement rapide, mais aussi facile à mesurer et à prouver. Ça demande une analyse de rentabilité vraiment poussée, qui intègre tous les coûts, les bénéfices directs, indirects, et ensuite suivre les chiffres de près pour vérifier si ça marche comme prévu. Bon, maintenant qu'on a un peu débroussaillé ces idées reçues, attaquons-nous aux vrais obstacles, ceux que les documents identifient comme les freins réels à l'adoption de la robotique. Oui, parce qu'au-delà des mythes, les difficultés pratiques, elles existent. L'obstacle numéro 1, et ça revient tout le temps dans les sources, c'est le manque de compétences en interne. Il y a une enquête citée qui dit que 61% des entreprises pensent ne pas avoir les bonnes personnes pour définir le besoin, déployer et maintenir les robots correctement. Les conséquences sont logiques. Les projets prennent du retard, sont mal faits, on devient très dépendant des entreprises extérieures, les robots sont souvent sous-utilisés. Et c'est très dur de passer d'un petit succès à une utilisation plus large. Et quelles sont les solutions proposées face à ça? Plusieurs pistes. On peut commencer avec un intégrateur, quelqu'un qui a l'habitude, mais en le voyant aussi comme un formateur pour qu'il transmette son savoir. Les sources disent que c'est crucial de créer vite une petite équipe en interne, des champions de la robotique, même 1 ou 2 personnes au début, qu'on forme petit à petit. Utiliser des plateformes plus clés en main, ou le fameux RAS, avec les services inclus, ça peut aider à démarrer sans tout savoir faire soi-même. Et surtout, il faut documenter ce qu'on fait, apprendre de chaque projet pour construire cette compétence en interne, brique par brique. Un autre gros morceau, c'est l'obstacle numéro 2, l'intégration avec les systèmes qui existent déjà dans l'entreprise. L'informatique de gestion, le ERP, le système qui pilote la production, le MES, la gestion de l'entrepôt, le WMS. Un robot, ça ne vit pas tout seul dans son coin. Il doit parler avec tout ça, et aussi avec les autres machines sur la ligne, les capteurs. C'est souvent un vrai casse-tête. Ah oui, les problèmes de compatibilité, les logiciels qui ne se parlent pas. Exactement. Les interfaces qui ne sont pas standards, les protocoles de communication différents, parfois fermés, synchroniser les données en temps réel, c'est compliqué. Les solutions qui ressortent, c'est d'abord de choisir des robots qui utilisent des standards ouverts, comme OPC-UA, MQTT, REST. Ça facilite les connexions. Utiliser un middleware, une sorte de logiciel traducteur entre les systèmes, ça peut aider aussi. Travailler avec des intégrateurs qui connaissent bien votre secteur d'activité, c'est important. Et la simulation, encore une fois, les jumeaux numériques, ça permet de tester ces connexions virtuellement avant de tout brancher pour de vrai. Penser modulaire, y aller progressivement, ça aide aussi à maîtriser cette complexité. Oui, cette intégration, c'est clair que c'est le nerf de la guerre. Sinon, le robot reste une verrue technologique au lieu d'être un maillon utile dans la chaîne numérique de l'entreprise. Et souvent lié à tout ça, il y a l'humain. Obstacle numéro 3, la résistance au changement. La peur des employés pour leur travail, bien sûr, mais aussi une sorte de résistance culturelle face à ces nouveaux collègues un peu étranges. Les impacts sont réels, les gens n'adhèrent pas, ça ralentit les projets, parfois il y a même du sabotage passif, des conflits. Les stratégies suggérées dans les sources sont assez classiques, mais fondamentales. Communiquer beaucoup et tôt, expliquer pourquoi on le fait, comment. Impliquer les opérateurs très tôt.
Oui, les impliquer dès la conception, les faire tester, proposer des formations pour qu'ils deviennent acteurs, qu'ils se sentent utiles avec le robot. Mettre en avant les succès, montrer que ça améliore aussi leur travail. Moins de tâches pénibles, par exemple. Accompagner les gens. Et si c'est possible, donner des garanties sur l'emploi ou proposer des parcours clairs de reconversion. C'est essentiel. Et tout aussi critique, il y a l'obstacle numéro 4. Les normes, la sécurité, la réglementation. Là, on ne rigole pas. Un robot industriel, c'est puissant. S'il doit travailler près d'un humain, la sécurité est primordiale. Il y a tout un tas de normes à respecter. L'ISO 12100 pour l'analyse des risques des machines en général, l'ISO 10218 pour la sécurité des robots industriels, et une norme très importante pour les cobots, l'ISO TS 15066, qui définit comment un robot peut collaborer avec un humain sans danger. Distance à respecter, limitation de la force, de la vitesse. Le défi, c'est de s'assurer qu'on respecte tout ça, d'avoir les certifications, de gérer la question de la responsabilité en cas d'accident. Les bonnes stratégies, c'est de choisir du matériel déjà certifié si possible, faire une analyse de risque très sérieuse et documentée pour chaque application, mettre en place les bonnes protections, barrières immatérielles, scanners laser, capteurs d'effort pour les cobots, faire une maintenance très rigoureuse de ces systèmes de sécurité, faire des audits réguliers et bien sûr former les opérateurs aux procédures de sécurité. Et même un robot bien sécurisé, il peut tomber en panne. C'est l'obstacle numéro 5, la fiabilité, la maintenance, la durabilité. C'est une machine après tout. Ça s'use, des pièces cassent, l'électronique peut lâcher, les capteurs peuvent se dérégler, le logiciel peut avoir des bugs. L'environnement joue aussi, la poussière, l'humidité, les vibrations. Si le robot n'est pas disponible, c'est la production qui s'arrête. Les solutions d'après les sources, penser la robustesse dès la conception, mettre en place de la maintenance préventive, on change avant que ça casse, et de plus en plus prédictive, on utilise des capteurs et de l'IA pour deviner quand ça va casser. Oui, le monitoring en continu, c'est clé. Avoir peut-être des pièces critiques en double, redondance. Un bon support du fournisseur rapide avec des pièces détachées disponibles. Et puis une culture d'amélioration. Quand il y a une panne, on analyse pourquoi et on essaie de faire mieux la fois d'après. Et enfin, un dernier obstacle qui arrive souvent quand le premier projet a marché, l'obstacle numéro 6, la scalabilité. C'est-à-dire comment on passe de ce premier robot qui tourne bien dans un coin à un déploiement sur plusieurs lignes ou même dans plusieurs usines. Là, la complexité change d'échelle. Les usines ne sont pas toutes pareilles. Il faut coordonner tout ça, gérer les différentes versions des programmes, les mises à jour. Les stratégies recommandées, essayer de standardiser les types de robots qu'on utilise, penser les solutions pour qu'elles soient modulaires, faciles à copier. Avoir un pilotage centralisé de la stratégie, mais laisser de la souplesse pour l'adapter localement. Y aller par étapes, pas tout d'un coup, bien apprendre de chaque déploiement pour ne pas refaire les erreurs, et négocier des contrats avec les fournisseurs qui permettent d'ajouter facilement de nouveaux robots. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, reprenons nos mythes. Le remplacement des emplois, finalement, c'est plus une transformation des tâches. Et l'action clé, c'est d'anticiper, de former, de redéfinir les rôles. Exactement. Le coût trop élevé pour les PME. On voit que les coûts baissent et que des modèles comme le RAS changent la donne. L'action clé, évaluer ça, calculer le coût total et commencer petit avec un pilote bien choisi. Oui, c'est ça. La programmation trop complexe. Ça s'est beaucoup simplifié pour les tâches courantes. L'action, identifier ses tâches, utiliser le no-code, low-code, former des techniciens en interne. Tout à fait. Et le ROI incertain. C'est possible d'avoir un retour rapide en moins d'1 an si on cible bien. L'action, viser un projet avec un ROI démontrable et faire une analyse sérieuse. Voilà. Et pour les obstacles réels, ce que montrent bien les documents, c'est qu'on les connaît et qu'il y a des solutions pour chacun. Le manque de compétences. Ça se travaille avec la formation, les partenariats, le RAV à service. L'intégration compliquée, on s'en sort avec des standards ouverts, des logiciels intermédiaires et en y allant pas à pas. L'U1. Communication, implication, accompagnement. C'est ça. La sécurité, la fiabilité, c'est une question de rigueur. Respecter les normes, analyser les risques, faire la maintenance. Et pour passer à l'échelle, il faut standardiser, penser modulaire et avoir une bonne méthode de déploiement. Donc, en conclusion, on voit que les mythes sur la robotique sont tenaces, mais quand on regarde les faits, basés sur les sources, la réalité est pleine d'opportunités. La robotique d'aujourd'hui, elle a l'air plus accessible, plus souple, et peut-être plus au service de l'humain pour augmenter ses capacités, plutôt que juste le remplacer.
Tout à fait. Les obstacles existent, ils sont réels, mais on peut les surmonter avec une bonne stratégie. Commencer petit, bien cadré, bien piloté. La transformation robotique, si elle est bien menée, elle est vraiment à la portée des PME comme des grands groupes. Et pour terminer, une petite question pour prolonger la réflexion, inspirée par tout ça. Maintenant qu'on a peut-être un peu dépoussiéré ces mythes, est-ce qu'on pourrait penser à, disons, 2 tâches spécifiques au travail ou même à la maison, pourquoi pas, qu'on croyait impossibles à robotiser et pour lesquelles, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, sur les outils, les approches, on pourrait commencer à imaginer une piste de solution, même partielle, même juste une expérience. Voilà, une petite graine à faire germer. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette analyse détaillée des sources sur la robotique.